tout se met à vivre. Enfin, j'ai su qu'il me fallait voir à travers l'œil même du totem, l'œil mythique de la forêt. Avant sa mort en 1945, Émilie Carr n'a pratiquement pas vécu de ses œuvres, bien qu'elle fût un peintre canadien de tout premier plan. Ceci est mon pays. Tout ce que je veux exprimer est ici. Amen. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. Ces amputés de gaz qu'ils m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Écoutez, faire un budget là, c'est souvent un casse-tête. Et avec nous, on a Dominique Olive qui est courtière hypothécaire. Elle va essayer de démêler un peu tout ce mystère là et nous aider à pouvoir faire un budget. On va découvrir les différents sites de Parc Canada. Et tout de suite pour commencer, forcément, là, je pense que le monde l'a déjà vu quelque part. Ce nouveau roman qui est sorti, Moi Sam, El Janis, de Monsieur Jean Boisjoli, que j'ai l'honneur de recevoir. Vous avez au total combien d'œuvres littéraires à ces dates? Mais à part les collectifs, j'en ai 5 en mon nom. 5 en votre nom. Et ça, c'est le deuxième roman, si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. Ensuite, avant ça, il y avait depuis 25 ans 3 recueils de poésie, un roman en 2016, Okay. un cette année, puis un dans 2 ans, 3 ans. Vous préférez la poésie au roman? Ça dépend de la prémisse. Avec le roman, je peux mieux décrire une situation, conter une histoire. C'est moins hermétique, hein, admettons-le. La poésie, il y a moins de gens qui disent la poésie, c'est plus hermétique, c'est parfois mystérieux. Alors que avec le roman, on peut être plus direct, on peut faire passer un message comme dans ce roman-ci, où je peux parler d'une certaine couche de la société qui est un peu démunie, beaucoup démunie. D'accord. Alors, on parlait de roman, c'est votre deuxième. Le premier, en fait, il vous a fait gagner le prestigieux prix le prix Triumph. Puis vous êtes allé, vous avez un prix extraordinaire, vous êtes allé en France, vous êtes resté là-bas pour faire de l'écriture. Est-ce que c'est de là qu'est sortie l'envie de faire Moi Sam, El Janis? En fait, oui et non, en ce sens que, oui, la résidence d'écriture que la France m'a accordée en Bourgogne, pendant 2 mois. Oui, pendant 2 mois et demi, m'a permis de m'asseoir, de réfléchir. J'étais à l'ombre d'une basilique qui a 1000 ans, une énorme basilique d'où est partie la deuxième croisade. Mais ce n'est vraiment pas le propos de Sam et Janis, parce que dans Sam et Janis, il est question d'une jeunesse qui est écorchée, qui se sent larguée par une société à la dérive. Donc, on est loin de la spiritualité qu'on trouvait en Bourgogne. Mais quand même, ça m'a donné le temps de m'arrêter, de réfléchir, puis d'écrire, mais surtout de réfléchir à tout ça. Réfléchir, oui, parce que certains médias qualifient Moi Sam, El Janis d'un roman coup de poing. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il frappe fort. Il frappe fort. Il frappe fort. Est-ce que c'était l'objectif? Oui, tout à fait. Ce que je ne peux pas faire, justement, en poésie. C'est vraiment un roman qui frappe fort. Et d'ailleurs, bon, je vous ai dit que c'était une jeunesse qui est écorchée. Donc, Sam, il a à peu près 22 ans. Il a été élevé dans un sous-sol miteux d'une certaine partie du chemin de Montréal, à Vanier. Okay. C'est un roman local, mais quand même à portée universelle. Il rencontre Janis, qui vient, elle, d'une commune épie de la forêt du Manitoba. Okay. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Parce que c'est un roman urbain et je devais trouver la contrepartie de Sam. Et il y a 1 an, à peu près 1 an et demi, on a commencé à parler de Woodstock, le 50e anniversaire de Woodstock. Donc, j'ai dit, tiens, je suis originaire du Manitoba. Ouais. Alors, j'ai dit, tiens, une commune épie fictive au Manitoba, pourquoi pas? Ça fait complètement l'antithèse, la croisée, voilà. Ils se rencontrent à Ottawa, ils ont une
une relation très toxique. Ça ne peut pas faire autrement parce que toute l'histoire, en fait, et j'ai lu beaucoup de Boris Cyrulnik, Dr. Gabor Maté, puis on va en revenir à ça. Qui reviennent les blessures de jeunesse qu'on transporte même avant notre naissance avec nous. Et puis, ce qui est intéressant dans tout ça, quand vous avez parlé de recherche, de tout cet approfondissement qui se trouve dans ce roman, c'est clair que vous avez travaillé, pas seulement avec votre stylo, avec votre ordinateur, mais vous avez rencontré des avocats. Vous avez rencontré des gens qui travaillent, des travailleurs sociaux. Oui, bien, écoutez, premièrement, j'ai été avocat pendant plusieurs années. J'ai été journaliste à Radio-Canada, puis ensuite avocat. Mais oui, j'ai parlé à 2 avocats, 2 policiers, travailleurs sociaux. J'ai lu beaucoup, Cyrulnik et Maté. Maté, c'est un médecin de Vancouver qui a beaucoup traité avec les gens des démunis dans la rue et les gens qui ont des dépendances aux drogues et tout ça. Et il disait que, selon Maté, dans tous les milliers de personnes qu'il a vues, il n'y en a aucun qui n'avait pas eu un traumatisme de jeunesse. Ça part de quelque part, en fait. Et c'est ce que dit Cyrulnik. Il dit essentiellement que les blessures, même dans le sein de la mère, peuvent causer des lésions au cerveau. Wow. Alors, ça va loin, là. Alors ici, c'est ce qu'on a. On a ces 2 jeunes-là qui se rencontrent à Ottawa et qui ne peuvent pas être heureux. Bon, ça finit tragiquement. Notre ami Sam, toute l'histoire se déroule dans le bureau du psychiatre. J'ai parlé à un psychiatre et à 2 psychologues. C'est un huis clos, mais avec énormément d'action. Il est accusé de meurtre, en fait, peut-être 3 meurtres à la fin, et son avocate plaide la défense d'aliénation mentale. On pense tout de suite au docteur Turcotte, caporal Lortie, qui s'en allait tuer tous les péquistes à l'Assemblée nationale. Et là, le psychiatre, il raconte son histoire au psychiatre, le psychiatre doit faire un rapport au tribunal pour voir si il était, au moment de la commission du crime, il était en mesure de déterminer le bien du mal. Je vous garde avec moi parce que là, c'est vraiment un roman coup de poing. Restez avec moi, on le découvre plus après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine, Anna t'en parle. François nous fait une belle recette d'automne. Et Anne nous propose un produit pour la peau local végétarienne. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce qu'il y a une bonne idée pour l'expérience? Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Amateurs de hockey, ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Wildcats de Moncton viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours du roman Moi Sam, El Janis, que je disais tantôt, là, que les médias qualifient d'un roman vraiment coup de poing. Puis là, je peux l'affirmer. Parce que là, vous partez chercher vraiment... Vous partez chercher loin, en fait, hein. Parce que tout le monde vit ce que vous décrivez dans ce roman. Bien, à divers degrés, oui. À divers degrés. Puis mes grandes influences, voyez-vous, j'ai grandi, j'ai été élevé sur la rue des Chambeaux à Saint-Boniface, au Manitoba. Au bout de la rue des Chambeaux, il y a un petit pont des trains où, dans ma jeune adolescence, j'allais lire des auteurs pour... Les livres ne font pas mal aux gens. Non. Le monde fait mal au monde. Exactement. Alors, je me réfugiais là, sur le petit pont des trains, et j'étais quand même un peu précoce. Je lisais Dostoïevski, Camus, Kafka.
Peter Anne Hébert. Donc c'est très quel noir. âge dans ce... 13 ans. Wow. Mais c'est très noir, là, hein, Kafka. Et c'est ça ici, voyez-vous, vous avez parlé plutôt de La mesure du temps. La mesure du temps, c'est le titre... Ça, c'était votre premier roman, La mesure du temps. Okay. Et le vieux monsieur qui retourne à sa jeunesse, il reconnaît puis il accepte les blessures de la jeunesse. Dans ce cas-ci, dans Sam, lui, ici, c'est un roman de la fatalité. Il accepte que c'est la fatalité. On voit à la fin, il dit « Faites ce que vous voulez avec moi. Wow. » C'est ce qu'il dit à son psychiatre. Puis les juges feront bien ce qu'ils voudront avec moi. Le juge et les jurys, puis tout ça, la juge. Alors, c'est vraiment l'acceptation de la fatalité, là. C'est très Camus, très Kafka, ça. Okay. Très noir. Excusez-moi, mais où est-ce que vous êtes allé chercher toute cette inspiration-là pour se dire, OK, je vais écrire sur un thème pareil? C'est parce que là, on parle clairement des blessures émotionnelles, de l'accumulation même des blessures émotionnelles. Où est-ce que vous êtes allé chercher ça? En observant, en lisant, peut-être en partie, oui, peut-être en partie dans ma propre vie, en partie, là. C'est quand même pas, c'est vraiment pas biographique, là. Mais c'est en observant, oui. Et vous savez, en écrivant, on commence avec un plan, et ensuite le plan évolue. Ouais. C'était pas ça du tout, là. Et même le titre était pas celui-là. Vous savez, c'était autre chose. Comme si j'y étais, ça s'appelait. Puis l'éditeur a dit, on pourrait peut-être l'appeler Sam et Janice. Puis on est arrivé à elle, moi, Sam et Janice. Janice Joplin. Oui, c'est ça. C'est d'où elle prend son nom. Et puis, on va repartir maintenant. Vous avez donné des brins de l'histoire, mais là, on repart maintenant à raconter vraiment l'histoire de ce roman. En fait, Sam, qui est un jeune qui a grandi dans un milieu, on va dire, un peu défavorisé. Oui. Puis là, il est accusé de 3 meurtres dans ce roman. OK, des meurtres qui, quelque part, on ne sait pas, on ne va pas le dire, qu'il a commis ou pas commis. Puis là, tout le roman, là, c'est comme, on va partir de 200 et quelques pages, ça nous parle de sa séance avec son psychologue. Psychiatre. Son psychiatre. Puis qu'est-ce que vous voulez faire ressortir dans ce roman, quand on parle de la consultation, surtout ça? Bien, on parle premièrement, je l'ai dit, des blessures de jeunesse, mais également, il y a l'enracinement. Il le dit au policier à la fin, il le dit au psychiatre. Il dit, écoute, ce bout-là de Vanier, là, c'est peut-être pas Rockcliffe Park, mais c'est chez moi. D'ailleurs, son père meurt et il se retrouve dans une famille d'accueil sur Range Road, dans la Côte-de-Sable. C'est pas chez lui. Non, c'est les ambassades. Ouais, c'est un autre monde. C'est le monde de l'autre côté de la rivière. Des personnes aisées, quelque part. C'est ça. Alors, il n'est pas chez lui. Donc, c'est encore un peu l'étranger de Camus, là. Il n'est jamais nulle part chez lui. Il a perdu ses racines, ce garçon-là. Et la rencontre avec Janice, comment c'est venu? Ils travaillent les deux dans une librairie du marché Maille, puis elle est musicienne, elle était musicienne avant, et on lui offre un tour de chant, puis travaillerait, ils se rencontrent à la librairie, puis finalement, lui, la courtise, elle est très réticente, parce qu'elle a subi de très graves abus chez elle dans sa commune, et sa mère s'est suicidée, on continue comme ça, là, c'est pas une histoire à l'eau de rose, là. Et puis là, Janice aussi, il faut le dire, elle décède aussi dans ce roman. Oui. On la trouve vers le début, on la trouve assassinée, oui, au lac Meech. Mon Dieu, c'est un casse-tête chinois, cette histoire-là, parce qu'il faut vraiment le lire pour comprendre où est-ce que vous voulez nous emmener. Vous avez mentionné Boris Cyrulnik, si je le dis bien. C'est un monsieur aussi qui vous a inspiré pour écrire ce roman. Quelqu'un que je ne connaissais pas avant de vous avoir parlé, c'est qui? C'est un psychiatre français qui écrit beaucoup sur les blessures de l'enfance. OK. Il est sur YouTube, il a écrit plusieurs livres, j'en ai lu 7 ou 8 de lui. Tout comme le docteur Maté, M-A-T-E, accent aigu, Gabor Maté, qui est un Canadien, lui. Cyrulnik, c'est un Français. Et les deux parlent beaucoup des blessures de l'enfance. Et puis là, ça, c'est... Dites-moi, vous avez écrit votre livre, c'est vrai, vous étiez très inspiré, vous l'avez fait, mais finalement, là, ça a dû venir vous chercher vous-même, hein? Oui, et dans une certaine... Oui. Mais aussi, on m'a demandé à un moment donné si... un autre journaliste m'a demandé si je jouais avec le lecteur. Parce que là, on se pose mille et une questions avant d'arriver à la fin de Ah, tout à fait, vous ne le savez pas à la fin, là. Non. Et c'est ça le jeu, en fait. C'est un jeu, c'est un jeu entre l'auteur et le lecteur. OK. Et vous y trouvez ce que vous voulez.
D'accord. Vous m'avez conté quelque chose que j'ai trouvé intéressant, mais je peux me le permettre de partager au monde parce que c'est assez personnel. Vous m'avez dit qu'après avoir écrit le livre, après avoir fait votre propre expérience, vous vous rendez compte que vos rapports avec votre petite fille ont complètement changé. Mais comment c'est arrivé, ça? C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils ont complètement changé, mais elle a 4 ans. Et elle est très sensible, et puis j'ai une voix forte, moi, qui porte. Et puis je me suis rendu compte que je l'ai fait pleurer une fois, parce que, sans crier ni rien, mais je me suis rendu compte que je devais adoucir ma voix face à elle. Parce que, justement, je rapporte ça à mes lectures de Cyrulnik. Ça peut la blesser, la petite, ça peut la marquer. Moi, quand j'ai grandi, on ne pensait pas à ça, là. On n'est pas au courant de ça. On n'est pas au courant de ça. Et selon vous, est-ce que c'est des parents qui devraient plutôt prendre ce roman et le lire? Ah, tout le monde devrait le prendre. Pour des jeunes enfants, non, là? Non. OK. Non, écoutez, gardez-le. C'est un roman noir, c'est un roman psychologique. On peut le qualifier de bien des choses, mais c'est pas un roman, c'est pas la comtesse Ségur. D'accord. Alors, moi, je vais me poser une question. Il y a vraiment, avec les médias sociaux, avec les téléphones intelligents, comment vous trouvez la force de pouvoir encore écrire un livre papier? Je pense oui, je le sais. Moi-même, j'ai des livres papier, puis j'en achète aussi sur ma tablette. OK. Bon. Je pense qu'on peut écouter les médias sociaux. On le sait que c'est pratique, mais il y a un danger là-dedans. Moi, ce que j'aime pas avec les médias sociaux, c'est les citations. Quand les gens mettent une citation de Albert Schweitzer a dit telle chose, mais on ne connaît pas le contexte, là. On ne sait pas s'il l'a vraiment dit. Puis quel était le contexte? Camus a dit ça, mais il a peut-être dit ça dans 25 lignes, dans 25 pages. Puis on sort une phrase. C'est ça qui m'embête là-dedans. Puis là, on s'est déformé, en fait. Et puis, en tant qu'auteur, c'était nécessaire, je pense, de s'ajuster avec tout ce qui se passe dans les médias sociaux et tout, parce que vous êtes très présent sur Facebook. Bien, je m'en sers pour ça, là, pour la promotion, pour qu'on sache que je fais un petit peu, que c'est ça. Et ça sert à ça. Mais j'évite les grandes affirmations politiques. J'ai vu une dame qui a écrit un commentaire, je ne me rappelle plus trop de son nom, de toute façon, je n'allais pas le mentionner. Elle a dit qu'elle avait dévoré en 2 jours. C'était l'un des commentaires. C'est une avocate qui a écrit ça, oui. Est-ce que vous avez eu des retours de ce genre? Il se lit vite. Il se lit vite, mais oui. Puis les gens sont touchés d'habitude. Oui, j'en ai eu beaucoup de retours, oui. Franchement, je vous souhaite bon succès. Des libraires qui m'ont dit ça aussi. Je vous souhaite bon succès avec ça. Et puis, vous m'avez apporté mon cadeau à moi. Je vais faire des jaloux parce que je vais avoir une dédicace personnelle. Et puis, vous, à la maison, je vais vous inviter à aller visiter le www.éditiondavid.com pour avoir votre beau Moissam El Janis. On se parle après la pause. On va rencontrer un représentant de Parc Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me suis trompée, on ne parle pas avec un représentant de Parc Canada, mais plutôt avec un représentant du Musée de la Nature qui vient nous annoncer une belle et bonne nouvelle. Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on mentionne au monde qu'au Musée de la Nature, il y a 4 collections. Hein. C'est ça que j'ai vu sur le site web. D'habitude, on parle toujours des expositions sans savoir en fait, comment vous organisez tout ça. Donc, c'est quoi les 4 collections que vous avez? Nous avons 2 édifices. Les gens, évidemment, connaissent le Musée canadien de la nature au centre-ville d'Ottawa, sur McLeod. Et ça, c'est l'interface publique. Et en fait, ça, ce n'est qu'une fraction, une toute fraction, une petite sélection de ce que nous avons à notre édifice de Gatineau, à Gatineau, qu'on appelle donc l'édifice du patrimoine naturel. D'accord. Et puis là, il y a combien, comme je demandais, il y a combien de collections que vous organisez, que vous travaillez là-bas? Il y a effectivement 4 collections majeures. Il y a la collection de botanique ou paléontologie, si vous voulez qu'on commence avec les plus anciens. OK, moi je vais dire plantes tout simplement, là. C'est plus simple. Oui. D'accord. OK. Bon, mais alors, donc à ce moment, il y a la collection des, entre guillemets, des dinosaures, des dinosaures, ce qui n'est pas vraiment le cas. Collection de plantes, collection d'animaux récents, tout genre, là, que ce soit des insectes, que ce soit des éléphants, des baleines, mais aussi une collection de minéralogie, absolument. Donc, c'est 4 grandes collections. Et vous travaillez dans quelle collection déjà? Moi, je m'occupe de la collection des vertébrés. Des vertébrés. Donc, comme on a dit, entre griffes, dinosaures. Non. Non? Vous avez raison de mentionner ça. Les dinosaures, ce sont des vertébrés, mais ce sont des fossiles. Moi, je m'occupe des espèces récentes. D'accord. Donc, depuis les poissons jusqu'aux mammifères, c'est moi qui m'occupe. Travail en fait. Moi, je suis conservateur. OK. On pourrait dire aussi en français curateur. On disait dans le temps curateur. Et on a tendance à l'oublier. En anglais, on l'a gardé, on dit curator. Mais c'est curateur, celui qui entretient des collections, celui qui développe des collections. D'accord. C'est ça mon rôle. Donc vous, votre travail, vous arrivez le matin, vous recevez des restes quelque part, des animaux que vous devez travailler, garder. Comment ça se passe? Alors mon rôle est un peu plus compliqué que ça. OK. Mon rôle est un peu plus compliqué que ça. Mais on va comprendre si vous expliquez. Non, absolument. Non, mais sauf que quand j'arrive le matin, c'est en général des dizaines de projets qu'il faut gérer en même temps. C'est aussi bien planifier, préparer des budgets, c'est gérer toute une équipe, c'est penser au futur, c'est être au courant de tout ce qui se fait en matière de développement scientifique, c'est faire aussi de la recherche, puisque je suis chercheur en même temps. Mais c'est aussi aller à des rencontres, à des meetings, des réunions. C'est pas juste rester au labo, là, à jouer avec... je cours dans tous les sens. Et puis, ça a besoin d'être protégé, gardé dans des conditions assez particulières. Oui. Comment vous... Alors, notre musée, on n'aimera pas comparer les musées entre eux. Chacun a un mandat, évidemment. Et puis, sa manière de fonctionner aussi. Sa manière de fonctionner. Mais lorsqu'on parle de préservation, nous pouvons dire que c'est un musée qui se classe parmi les tout premiers musées au monde. Parce que même si l'édifice a un peu plus de 20 ans, en termes de conditions de préservation, d'infrastructure, ça reste un édifice des plus modernes. Il est grand. Immense. Donc, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs sections. Il y a la section où on met les collections elles-mêmes, mais aussi tout le côté administratif, la bibliothèque, il ne faut pas oublier. On a une très belle bibliothèque que, d'ailleurs, le public peut consulter, peut aller... pour consulter des ouvrages. Donc, c'est une bibliothèque spécialisée. Donc, c'est immense, absolument. OK, oui, on a parlé de votre travail, oui, on a parlé des collections, mais ce que vous êtes venu nous annoncer, c'est que vous ouvrez vos portes, en fait. Donc, juste des portes ouvertes pour le grand public. Et c'est gratuit, c'est ouvert pour venir voir un peu comment vous travaillez là-bas. Et ça se passe quand, ça? Oui, alors ça va se passer le samedi 19 octobre. Alors, pour le public, c'est à partir de 10h, de 10h jusqu'à 4h. L'entrée est gratuite. Le stationnement est gratuit aussi. C'est le grand party. Oui, absolument. Absolument, parce que nous allons recevoir quelques milliers de personnes en une journée. C'est beaucoup, c'est très populaire. J'ai vu pratiquement jusqu'à plus de 3 000 Plus visiteurs. de 3 000, on a déjà eu 4 200 et un peu plus que ça. En une journée, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué pour se déplacer, parce qu'on joue vraiment du coude à coude. Absolument. Donc, on attend pas mal de personnes. Et donc, c'est ouvert et c'est une occasion que nous offrons chaque année au public pour qu'ils viennent découvrir cette collection, justement, d'où simplement une petite fraction
est exposé au centre-ville d'Ottawa. Et là, on parle de plus de 14 millions de spécimens que nous avons sur... alors, un peu plus de 14 millions, disons un peu entre 14 et 15 millions de spécimens, c'est énorme. Pour de vrai? Absolument, c'est énorme. Et tout ça est stocké, tout ça est rangé dans à peu près l'équivalent de 5 pistes de hockey. My God. C'est beaucoup. Et comme c'est compacté, donc en nous utilisant des compacteurs, c'est-à-dire que en fait on peut ouvrir des rayons, on peut les compacter. Si on n'avait pas ce système de compaction, évidemment, on est dans les 15 pistes de... Donc c'est... voilà, donc c'est immense. Donc c'est clair que c'est pas tous ces 15 millions de spécimens qu'on va avoir, mais quelques-uns que vous allez... Ça va être une sélection. Qui seront intéressants pour le public. Absolument, ça va être une sélection, absolument. Et qu'est-ce qu'on voit présentement à l'image, là? Donc là, on voit notre ami Louis-René, qui explique un peu, qui parle d'un fanon de... toute petite. Oui, c'est ça. Et là, ça montre un peu, d'abord, la passion que nos experts développent dans leur travail, mais regardez cette passion qui est très communicative, qui est très contagieuse, et immédiatement, on voit que même les petits-enfants ont les yeux écarquillés et ils écoutent comme... Et puis ça demande des efforts parce qu'il faut s'adapter au public. Parce que là, parler à un enfant de 4-5 ans, parler à un adulte, c'est vraiment différent, mais on transmet tout de même la passion. Vous êtes fort, là. Oui, absolument, absolument. Mais nous avons beaucoup de pédagogues, attention. Hein? Nous avons beaucoup de pédagogues. Moi-même, j'étais professeur pendant des années et des années, professeur d'université, et je le suis encore. Donc la pédagogie, nous l'avons, et nous avons évidemment la science. Et nous avons aussi des experts en éducation, comme ce que nous avons vu ici. C'est Louis-René, évidemment, c'est un expert en éducation, donc il sait comment tailler le message en fonction de l'audience. Et puis je pense qu'on a une deuxième image qu'on va montrer tantôt. Je veux juste savoir, c'est quoi ici? Oui, Xiang, là, il est en train de montrer comment on prépare un dinosaure, justement. Comment on prépare un dinosaure? Oui, comment on fait un... Oui, c'est ça. Préparer, dans le sens de préparer? Là, c'est ce qu'on appelle une jaquette. Donc, le dinosaure a été ramené du terrain. Il est enveloppé dans une sorte de plâtre et tissu pour qu'il ne s'endommage pas. Arrivé à notre laboratoire, absolument, il faut l'enlever de là. Et c'est un travail très minutieux. C'est sûr qu'il faut de la patience, mais il faut beaucoup, beaucoup de patience aussi pour faire ce travail. Donc, c'est quelque chose que les spécialistes seront amenés à faire devant le grand public pour certains spécimens. Est-ce qu'ils pourront toucher ou peut-être essayer de travailler comme on a vu votre collègue le faire tantôt? Oui, dans certains cas, absolument. Ils vont être conviés à toucher, mais écoutez, toucher, ça on peut, mais vous comprenez qu'on n'aime pas trop ça. Oui, j'imagine, parce que c'est délicat. C'est délicat, absolument. Là, je pense que vous avez une image où on montre Erika qui montre des minéraux très, très précieux. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça ici, Erika? Oui, là, voilà, Erika, qui est en train de montrer des choses, et puis bien protégée sous une vitre de glace. C'est très précieux et très fragile aussi. Dites-moi, au final, là, quand vous préparez cette journée, vous avez combien de stands? Combien de personnes qui sont en train de présenter des affaires? Il y a combien d'arrêts, on va dire, de stop? Ça va prendre quelques temps pour que je... Peut-être plus d'une centaine, je dirais. Il y en a beaucoup. Parce que là, nous avons les experts, les gestionnaires de collections, ceux qui s'occupent des collections elles-mêmes, qui vont expliquer comment on développe une collection, à quoi ça sert une collection, toute l'importance, évidemment. Les collections sont très, très importantes. Un pays avancé qui ne pense pas à développer ses collections risque de se s'enfarger dans le thème. Les musées, c'est comme les universités. Vous n'investissez pas là-dedans, c'est clair que votre société... les musées jouent un rôle très important dans la société, et on l'a vu à travers l'histoire. Alors, nous allons avoir nos experts en gestion des collections, qui sont des scientifiques, qui vont expliquer le travail. Mais nous allons avoir aussi une armée de chercheurs qui vont parler... Une armée de chercheurs qui va... Pour attendre 3000 personnes, mon Dieu! Et qui vont parler d'un million de sujets, parce que ça peut parler de la Lune, de la géologie, des fossiles, mais ça peut parler aussi des petites souris, des maladies. C'est une diversité de sujets sur lesquels nos experts travaillent, et ils ajoutent à ça toute une passion, donc les gens vont être bien servis. Est-ce que vous me disiez tantôt là qu'à chaque fois que des gens partaient pour cette journée pour trouver, il y avait toujours des retours positifs? Absolument. Parce que par rapport à vos chercheurs, par rapport à tous ceux qui sont là, les spécialistes qui expliquent des affaires, parce que comment ils trouvent la force de faire tout ça? Tout ça parce qu'on m'a dit qu'ils n'ont pas droit à l'eau, hein? Non.
Alors ça, il faut qu'on le dise à votre audience, c'est que à l'intérieur des collections, nous faisons attention à ce que des animaux dits nuisibles aux collections ne traversent pas les barrières. Or, nous allons ouvrir les portes. Et là, il y a un danger. Donc les gens, il ne faut pas qu'ils ramènent à manger avec eux, il faut qu'ils laissent leur bouteille d'eau à l'extérieur. Il va y avoir... C'est bien organisé, là, ils peuvent laisser leurs choses. Donc, tout ça ne va pas passer à l'intérieur, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Wow. Donc, 10 heures, les portes ouvrent, ça termine à 4 heures. À 4 heures. Donc, on a pratiquement comme 6 heures, pratiquement, pour faire le tour. Est-ce que c'est possible de terminer tout ça en 5 heures? Parce que avec tout ce que vous m'avez expliqué, là, du coup, j'ai l'impression que les gens vont se perdre là. Énorme. On va ici, on parle là-bas. Absolument. Parce que comme j'ai dit, plus de 14 millions de spécimens, qu'est-ce que vous allez montrer, qu'est-ce que vous n'allez pas montrer? Les choix sont déjà faits? Les choix sont déjà faits? Absolument. Nous avons fait les choix, nous avons choisi le thème. Et le thème, nous allons le lier cette année à une exposition qui s'en vient le 20 décembre. C'est à propos des microbes. L'homme et les microbes. On se lave, on essaye de vivre dans un milieu aseptisé, mais pouvons-nous vivre sans les microbes? Et là, le public va avoir l'occasion, avec cette exposition qui s'en vient au centre-ville d'Ottawa, sur notre édifice MacLeod. Donc, ils vont découvrir tout ce côté caché des microbes qui vivent en notre sein. Et nous allons montrer aussi quelque chose là-bas en lien à ce Merci beaucoup, M. Kamal. Et puis, bonne chance pour le 19. Reposez-vous bien et vous à la maison. www.nature.ca, c'est le site web à visiter pour avoir plus d'informations sur cette journée porte ouverte. Après la pause, on parle maintenant avec un représentant de Parcs Canada. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sois plus fort, ne claque pas la porte. Faut battre sans peur. On a perdu la vie entière. Il faut que je te comprenne, que plus rien ne te retient. Mais c'est la rage qui m'entraîne. Si jamais un jour tu reviens vers moi, que tu te reprends et ton mort est loin, je te ferai traîner dans la poussière. Retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec un représentant de Parcs Canada. Puis quand on parle de Parcs Canada, là, tout de suite, forcément, on pense au parc. Parce qu'il y en a comme, je pense, 45. 47? 47 que vous gérez. Mais c'est pas seulement les parcs. À ça, il s'ajoute quoi d'autre? On parle d'un peu plus d'une centaine de lieux historiques nationaux, puis aussi d'aires marines de conservation. Alors, Parcs Canada, en fait, c'est 450 000 km² de territoire protégé puis mis en valeur. Et puis, vous travaillez comment? En fait, l'équipe, vous fonctionnez comment, en fait? Parce qu'il y a celle des parcs, il y a celle des lieux historiques. Comment ça se fait? Alors, sans rentrer trop dans les détails, nous, on est selon différentes unités de gestion. D'accord. Puis, ces unités de gestion-là vont gérer plusieurs parcs, généralement avec une thématique qui est relativement commune. Et puis, à cause de la saison qui s'en vient, je pense qu'on va parler des affaires qui sont proches de chez nous, auxquelles on peut avoir accès, hein, c'est ça? Oui, exactement. Alors, moi, je suis ici pour vanter les mérites de 3... J'aime bien ça, vanter les mérites, oui.
Alors, de 3 lieux qu'on a tout près d'ici, là, tout près d'Ottawa. Okay. Alors, on a la Maison Laurier, qui est à une vingtaine de minutes à pied de la colline parlementaire. On a aussi le Fort Wellington, qui est tout juste en bas, là, sur la 416 Sud. Puis, on a le Parc national d'Émile-Île aussi, là, qui est le parc national le plus près d'Ottawa. D'accord. Mais pourquoi on veut parler spécifiquement de ces 3-là aujourd'hui? Ah, ben justement parce qu'ils sont tout près, puis parce qu'il y a des activités spéciales là, qui ont lieu en ce moment, qui sont liées là, avec la fin de la saison, puis avec l'arrivée de l'Halloween. Donc, qu'est-ce que fait la Maison Laurier dans le lot? Alors, la Maison Laurier, ben, c'est une fantastique petite maison de style Second Empire là, qui a été la résidence principale de 2 premiers ministres. Là, on parle d'à peu près 50 années qu'elle a été occupée. Puis, dans cette maison-là, vous allez avoir là, plusieurs choses qui sont liées à la vie de M. Wilfrid Laurier et aussi de M. Mackenzie King. D'accord. Puis, même si la Maison Laurier est présentement fermée aux visiteurs, on s'est associé avec un partenaire qui s'appelle Haunted Walk. Et ce partenaire-là offre des visites guidées à thématique un peu paranormale. Pourquoi c'est fermé pour l'instant? La saison opérationnelle est terminée. La plupart des étudiants sont retournés à l'école. Alors, le partenaire, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va offrir une visite qui va être liée un peu aux passions de M. Mackenzie King pour le spiritisme. Pour le spiritisme. Donc, ça vient pour l'Halloween direct, là, c'est ça? Alors oui, exactement. Là. M. Mackenzie King était intéressé là, par tout ce qui touchait d'essayer d'entrer en contact avec les morts. D'accord. Alors, quelle meilleure introduction pour parler justement là, un peu de spiritisme et de ce que M. Mackenzie King faisait qu'on appelle la typologie. Je pense qu'il y a une photo, vous m'aviez dit tantôt, est-ce qu'on le voit? On va avec une boule, mais en tout cas, ça, c'est ce qui s'en vient pour Halloween. Donc, juste après, elle sera refermée, la Maison Laurier? Oui, alors, donc ça va réouvrir là, pour l'été. Pour la saison opérationnelle. D'accord. Donc, si vous êtes intéressé par les visites de Haunted Walk, il s'agit simplement là, de les trouver sur Google. C'est très facile. OK. On vous invite à réserver d'avance. Ce n'est pas remboursable. D'accord. Puis, c'est réservé pour un public averti de 18 ans et plus. Donc, on doit s'y prendre combien de temps à l'avance avant que les réservations s'arrêtent? Ben là, c'est un bon moment pour le faire. OK, d'accord. Donc, c'est des visites qui vont avoir lieu là, jusqu'au début novembre. D'accord. D'accord, le Fort Wellington. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas de ce côté? Alors, le Fort Wellington va être ouvert jusqu'à l'Action de grâce. Puis, la fin de semaine de l'Action de grâce, c'est le meilleur moment pour parler un peu, justement, là, de comment les choses s'y passaient pendant les années 1840. Donc, le Fort Wellington, c'est un fort qui a été construit d'urgence pendant la guerre de 1812 et qui va être reconstruit d'urgence pendant les révoltes dues au Canada. Alors, une chose qui est vraiment particulière à propos du Fort Wellington, c'est qu'on cherchait à avoir la crème de la crème comme gens qui défendaient le fort. C'est des gens qui étaient généralement avec une certaine expérience. Puis, pour s'assurer qu'on avait les meilleurs, on leur offrait un meilleur salaire. Puis, on offrait aussi aux familles de venir habiter dans le fort. Alors, c'est sûr que le Fort Wellington va avoir une thématique qui est très militaire, mais ça ne s'arrête pas là. C'est une thématique qui va avoir vraiment à toucher tout ce qui touche la vie de famille à l'intérieur du fort. Puis avec l'Action de grâce, là, ça donne une excellente opportunité justement de parler de la vie de famille, de l'Action de grâce et des différentes choses là, qui pouvaient se passer autour de ces célébrations. Donc, Action de grâce, vie de famille, on inclut aussi les enfants, fait qu'il y a des activités aussi pour eux au fort? Oui, c'est très familial. Donc, les activités, vous allez rencontrer des personnages costumés. Et c'est ça qu'on voit à l'écran? Oui, exactement. Donc, c'est possible de se costumer. C'est possible aussi... Sur place ou on vient? Sur place. OK. Et vous pouvez là, avoir des interactions avec les personnages, que ce soit les gens qui font la cuisine pour préparer le repas de l'Action de grâce, que ce soit le forgeron ou que ce soit donc, les soldats qui vivent dans le fort. Donc, plein d'activités, en tout cas, pour passer un bon moment en famille. Oui. Et en dernier, le Parc national d'Émile-Île. Alors, celui-là, pour vous y rendre, il s'agit de descendre la 416, puis ensuite de prendre la 401 Ouest, direction Gananoque. Puis, à peu près à 1h30 là, d'Ottawa, vous avez un parc national qui va complètement vous dépayser. Vraiment nous dépayser. Donc, c'est très étrange que si près d'Ottawa, on puisse se sentir si loin. Puis ça, c'est la grande force du Parc national là, qui regarde avant tout vers les îles. Le Parc national d'Émile-Île vous offre une vingtaine d'îles qui sont accessibles au public.
Puis ces îles-là là, vont vous offrir des sentiers, vont vous offrir des terrains de camping rustiques, vont vous offrir aussi des toilettes. Donc c'est ouvert avec service jusqu'à l'Action de grâce. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? On peut juste aller comme se poser. Je vois une photo avec quelqu'un avec son kayak. Oui, donc le kayak est extrêmement populaire dans la région. OK. Là, ici, vous voyez là, du kayak autour des îles avec une petite tente au loin. Ça vous donne une excellente idée, là, justement, du paysage que vous pouvez avoir pendant l'automne. Puis, là, ici, vous avez une tente bien particulière pour les gens qui veulent apprendre à faire du camping ou pour les gens qui veulent ne pas trop se casser la tête avec toutes les choses compliquées liées au camping. C'est beau. C'est ce qu'on appelle la tente authentique. OK. Puis, la tente authentique, c'est un espèce de concept entre le camping rustique puis ce qu'on appelle le glamping. Donc, glamour un peu. Alors, c'est une grande tente 6 places avec un terrain pour barbecue, avec un terrain pour feu de camp. C'est bien aménagé. Généralement, il y a un accès à l'eau. Puis, ça, là, pour une centaine de dollars, là, ça vous donne un accès à du camping là, très, très facile. Donc, il faut booker à l'avance. Hein? Oui. Il y en a juste une seule de ce genre? Vous en avez 3 sur l'île McDonald et 2 sur l'île Gordon. Donc, ça fait un total de 5. OK. Puis, c'est très facile d'aller réserver là, sur le site de Parcs Canada. Donc, www.parccanada.ca. Est-ce que pour des gens qui, puis en tout cas, qui veulent avoir leur propre tente, ils peuvent les amener ou vous fournissez aussi des tentes? Pour le camping rustique, on invite généralement le public là, à avoir son propre équipement. Okay. Puis c'est pour ça que la tente authentique, souvent, va être intéressante pour les gens qui ne sont pas nécessairement très bien équipés. Parce que vous arrivez sur place, puis la plupart des choses sont déjà fournies. Il s'agit d'apporter votre lunch, ce qu'il faut pour le cuisiner, un bon sleeping bag. Oui. On se prépare comme habituellement là, pour aller faire son camping. La dernière image, c'est quoi? Alors là, ici, bien sûr que nous, quand on parle du Parc national, on parle beaucoup des îles, mais il y a aussi beaucoup de possessions sur le continent. Okay. Et il y a 3 endroits au Parc national des Mille-Îles où on offre des sentiers qui vont vous offrir différentes vues. Puis là, la vue que vous avez vue présentement, c'est une vue de la baie Landon qui va vous donner un point de vue là, spectaculaire sur la région. Je vois ça. Donc, nous, ce qu'on vous offre dans la région, c'est 3 réseaux de sentiers. Puis dans le coin de la baie Landon, on parle de plusieurs kilomètres de sentiers, niveau facile, niveau intermédiaire, qui vous permettent de passer une journée dans la nature si vous le désirez. Bien, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et puis forcément, je vais inviter le monde à la maison à visiter le www.pc.gc.ca. C'est le site web à visiter pour peut-être booker votre petite tente là. Moi, ça me tente bien. Après la pause, on va parler de budget avec Dominique Olive. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant du budget avec Dominique Olive. Je commence à rire parce que c'est un sujet qui me touche. En fait, on dit que le budget, c'est santé, hein, normalement. C'est ça? Pour faire un budget, là, c'est santé.
C'est difficile. C'est difficile. C'est certain que c'est difficile. Et on n'est pas toujours équipé. Et on n'est pas équipé dès l'enfance, ni à l'école. Nos institutions financières n'ont plus de mandat ou n'ont plus d'éducation à donner à leurs clients. Alors, on se retrouve seul. Alors, si nos parents, nous, ont navigué là-dedans, ont réussi, mais ont été à petit tonton comme ça, bien, c'est certain que comment on peut faut redonner ça, dans le fond, à nos enfants. Et puis moi, je regardais pour les statistiques hier, là, parce que je voulais pas me sentir trop seule à parler de moi tout au long de l'entrevue. Je me suis rendu compte que ces 100 personnes, il y a 30 personnes qui arrivent seulement à vraiment planifier, puis à tenir bon pour faire un budget. Pour le reste, là, je me retrouve malheureusement dans ce 70. Ouais. La religion, la politique et les finances, c'est des sujets qu'on n'ose pas aborder. Et pourtant, et moi, c'est pour ça que j'aime venir en parler, parce que j'ai des petites techniques qui ne coûtent pas rien ça coûte pas grand-chose. D'accord. Et ça l'aide beaucoup. Et c'est pas quelque chose de grand. Et les finances, là, on devrait être capable d'en parler, parce que on vit ça avec ça tous les jours. Avec un café, avec notre carte de guichet, notre carte de Visa. Fait qu'il faut savoir. Oui, la Visa, elle est dangereuse. La Mastercard, les cartes de crédit, l'équité dans les maisons. Alors, c'est pour ça que le budget vient nous donner, moi, j'appelle ça un stress de moins. Dans le fond, moi, je trouve que faire un budget, au contraire, pour moi, c'est m'enlever 100 livres sur les épaules. Parce que dans le fond, j'apprends à contrôler. On ne contrôle pas nos conjoints. On ne contrôle pas nos enfants. On ne contrôle rien, mais on peut contrôler l'argent. J'aime bien comment tu le dis. Oui, et sinon, c'est l'argent qui nous contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on veut ce matin? Est-ce qu'on veut après-midi, ce soir, demain, dans le futur, se faire contrôler, ou on aime mieux un peu peut-être contrôler l'argent? Oui, on peut faire mieux contrôler. Mais je pense que ce qui est plus difficile pour le monde, là, c'est de penser que budget, là, ça rime direct avec restriction. Se coincer. Fait qu'on ne veut pas être comme... Non. Confiné dans quelque chose, là, non. Puis moi, je trouve que la façon que je le verbalise, peut-être, je sais pas, c'est justement, il n'y en a pas de restriction. C'est juste de connaître ses priorités puis de vouloir aller chercher un équilibre. Ça, c'est bien. C'est simplement ça. C'est simplement 2 colonnes, Claude Andrea. C'est de regarder qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Et à la fin, garder en tête, il faut que ça reste à 0. Alors, l'équilibre, il faut qu'il soit à 0. Là. Alors, le budget, là, ce qui rentre, ce qui sort, à la fin, c'est 0. Parce que s'il arrive un surplus, il faut être capable de prendre ce surplus-là et de l'envoyer dans... Il y a des gens qui font des pots maçons à la maison, qui gardent des sous. Il y en a qui mettent ça dans un pot de margarine. Il y en a qui vont mettre ça à la banque. Il y en a qui vont faire ça dans des enveloppes. La méthode, elle est bonne de partout. Mais l'important, c'est que ce qui reste dans notre revenu versus les dépenses, on doit le rediriger pour que ça arrive à 0. Mais si on arrive dans le moins, et souvent on est dans le moins, oui, souvent, mais c'est parce qu'on n'a pas bien distribué toutes nos colonnes. Fait que dans le fond, aujourd'hui, c'est quelques trucs que je vais vous donner par rapport au budget. Puis le budget, ça commence avec les enfants. Moi, je vais prendre souvent en exemple notre fille Charlotte, mais elle était petite et on a créé des pots maçons, décorés avec elle, des boîtes de souliers qu'on avait à Noël, qu'on décorait. Et elle avait des petits cochons qu'elle recevait, on appelait des petits cochons, les petits tirelires. Et elle en avait 5. Et à la maison, quand elle recevait de l'argent en cadeau, c'était pas de recevoir un billet de 20 $, c'était je demandais aux gens de donner des 1 $, des 2 $ et des 25 sous. Et chaque tirelire avait son projet. Regardez ça pour un enfant, mais regardez ça pour un adulte aussi, ça se fait. Alors, chaque petite boîte avait son projet. Charlotte, elle aimait beaucoup aller à un magasin qui s'appelle Le Dollar. Alors, elle allait chercher des petits jouets, là. Alors, elle avait son 20 $, elle le divisait en 5 boîtes. Et elle avait un peu de partout. Alors, elle avait ça, les études, elle voulait s'acheter à l'époque un PS4. Alors, jeune Charlotte, on l'a habituée à ramasser ses sous pour avoir un objectif et un projet. Tu as parlé de culture et puis d'éducation, c'est tellement vrai parce que ça se transmet. Ça se transmet, puis l'image que je vous donne par rapport à un enfant de vouloir séparer cet argent-là, c'est la même chose avec nous qu'on le fait, mais on ne le fait pas. Moi, je vais vous donner un défi à tous vos auditeurs aujourd'hui. Ouvrez votre compte bancaire. Tout le monde va accéder sur l'Internet ou sur les relevés. Reculez 3 mois et prenez
votre calculatrice et additionnez toutes les dépenses superflues qu'on parle. Je sors du studio. Qu'on parle de Starbucks, de café, de McDo, de Subway, de tout. Alors, on va se rendre compte qu'on se sent privé, on se sent restreint on a l'impression que l'argent sort par les fenêtres puis qu'on fait rien. Puis souvent, on se rend compte, mais OK, pourquoi je suis rendue à ce montant-là? Pourtant, j'avais tellement de temps hier. Mais faites-le, l'exercice. Vous allez voir qu'en Claude André, moi, quand je le fais avec des clients, là, des fois, c'est des 600 000 $, par mois. Je te confirme. Vrai? Oui. Alors, c'est à tous les jours qu'on accumule ces petites... Parce que la carte, ça va vite, hein, la carte de guichet, la carte... Surtout avec le TAP, là, je l'ai fait désactiver, moi, là, parce que... ça... Ah oui, le TAP, moi, je le désactiverais. OK. C'est mieux. Et des fois, c'est mieux de prendre dans le budget, de dire, je me prends 20 30 dépendamment du montant que vous voulez. Prenez les comptants. Prenez les comptants, comme ça, quand vous en avez plus dans votre portefeuille, c'est fini. Okay. Alors ça, c'est le montant pour la semaine. Ça, c'est le truc à avoir, dans le fond. On n'est plus obligé de travailler avec les cartes de plastique. C'est pas vrai, ça. Le comptant existe encore, puis les magasins prennent encore le comptant. Puis des fois, c'est plus facile de gérer une liasse de dollars que la carte de crédit ou débit parce qu'on n'a pas le contrôle. On le sent pas, en fait, quand c'est la carte, je sens qu'on le sent pas. Mais quand c'est de l'argent comptant, tu sais exactement qu'est-ce que tu as sorti. Exactement. C'est plus facile. Exactement. Fait que les enfants, les adultes, n'importe qui, le budget, c'est 100 un stress qu'on s'enlève au contraire. Faut pas le voir comme quelque chose de restrictif. Faut le voir que je regarde où est-ce que je m'en vais. Dans le fond, quand on s'en va à Québec, hein, on s'en va en Ontario, on s'en va dans une autre province, qu'est-ce qu'on fait? On prépare un plan. Ouais. On va en camping, on prépare nos valises, on prépare ce qu'on a besoin. J'ai même pas envie d'aller à la pause. Je pense qu'on va continuer direct, là. Oui, on va continuer direct. Oui, on prépare ça. Alors, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est la même chose. Avec un budget, on le prépare. Fait qu'il y a plein d'avantages à préparer un budget. Ah oui, et à tout âge. Il n'y a pas d'âge à pas commencer. On veut... Et j'ai emmené un peu de matériel parce que dans le fond, je voulais juste vous montrer, Claude Andrea, que ça prend pas grand-chose. Ça prend un cahier. Moi, j'aime bien... Moi, je suis papier encore. Bon, je suis encore... Moi aussi. Oui, il y en a beaucoup qui sont sur Excel. Moi, j'ai déjà une couple qui viennent me voir, puis t'es à l'aise avec Excel? Go, vas-y, c'est le même principe. Le papier, ce que j'aime, ou le Excel aussi, c'est que c'est plusieurs pages. OK. Alors, à tous les mois, un budget. Premièrement, un budget, ça se fait à tous les mois. D'accord. Alors, on écrit le mois et on écrit en premier toutes les dépenses. Alors, si un calendrier, on va regarder les outils. Okay. Des marqueurs. Pourquoi des marqueurs? Parce que, dans le fond, on va avoir un surplus peut-être d'argent. Oui. Bien, peut-être que c'est des petites boîtes, peut-être c'est des comptes bancaires, peut-être c'est des enveloppes, bien, on va les mettre de couleur. Parce que ça va être la motivation. Parce qu'un budget, c'est de la psychologie 101 aussi. Hein? C'est de la motivation de voir ces belles couleurs-là. Ça nous allume, c'est pas drabe, c'est pas juste du stylo, c'est pas juste un ordinateur. Et c'est de voir qu'il y a de l'argent à côté. Ouais. Donc, il y a un effet de motivation. La calculatrice, bien important. Et le calendrier, pourquoi? Parce que dans le fond, il faut gérer le budget, les dates avec les paiements qui passent au compte aussi. Exactement. Surtout les paiements qui passent à chaque 2 semaines ou à chaque 10 jours, c'est un peu mêlant. Il faut bien contrôler parce que le budget aussi, ce qui va nous aider, c'est d'éviter aussi des moments déplorables, d'avoir passé à côté que notre carte de crédit, elle était due le 15 octobre et on l'a oublié de la payer. Et ça, là, on vient avoir un autre problème et un grave problème avec le bureau de crédit. Et puis surtout pour les factures, c'est vrai, les factures. Oui. Alors, si on regarde un peu, on énumère un peu un budget. Si on prend le budget du mois d'octobre, bon, alors on commence le mois d'octobre 2019. Et après, à tous les mois, on retranscrit le même budget. OK. C'est de la psychologie, ce qu'on veut. Et moi, ce que je fais avec ma famille, c'est que Charlotte, on est 3 nous. À tous les mois, c'est chacun notre tour qu'on écrit le budget. Wow. Alors, c'est toujours la même feuille qui se répète. Ouais. Et elle peut changer aussi parce que je peux avoir un projet dans mon budget qu'au mois de juin, on veut partir en camping. D'accord. Bon, alors là, ça coûte combien de camping? Bon, on va dire que ça va nous coûter une fin de semaine 500 $ tout et partout. Alors, j'ai du mois d'octobre au mois de juin à ramasser mes sous. Comment je fais? C'est plus facile à planifier. Mais oui, on planifie. Alors, OK, je sais que j'ai ce projet-là. Alors, lui, je vais l'appeler camping. OK. Et je sais que j'ai octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. On va oublier juin parce que juin, on va être rendu 8 mois. Ça me coûte 500 $. Alors, 500 divisé par 8, bien, on parle de quoi? Peut-être une cinquantaine de dollars qu'on veut ramasser. Ouais.
Alors, on ne voit pas le projet dans sa grande ampleur et on va y arriver. Les cadeaux de Noël, moi, Claude Andrea, c'est ma phobie de ne pas arriver à Noël et de manquer de sous pour bien nous gâter parce que je trouve que c'est important. Ouais. Alors, des petits cadeaux, des gros cadeaux, la famille, les amis, bien, on les planifie. Moi, en avance, 1 an en avance, c'est mes colonnes, ça, c'est mes couleurs. Que j'ai une colonne pour mes cadeaux de Noël, j'ai une colonne pour Charlotte, ses études, j'ai une colonne pour Denis et moi. Alors, c'est toutes ces petites colonnes-là. Mais avant d'arriver à ces colonnes-là, ce qui est important, c'est de lister un peu qu'est-ce qu'on paye à tous les mois. Parce qu'avant de vouloir aller au plaisir, il y a des choses essentielles. Okay. Alors, si on regarde, on a l'épicerie, hein? Alors, l'épicerie, on a l'essence. Ceux qui sont en appartement, les loyers. Le loyer, et voilà, le cellulaire, l'Internet. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre aussi? Les paiements d'automobile. Oui. Si on a une auto. Sinon, ça va être peut-être la passe d'autobus. Puis les assurances aussi. Et voilà. Les assurances auto et maison. Maison, oui, maison. Parce qu'on sait très bien que même quand on a un appartement, de la responsabilité civile, c'est important d'en avoir. Et pour se couvrir pour les biens meubles. Alors, je pense qu'on a à peu près les grandes lignes de qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'essentiel d'un budget. Okay. Alors, si on y va à l'épicerie. L'épicerie, un budget, on fait ça normalement, on peut le faire au mois. Normalement, oui. Oui, pour un peu situer où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on pourrait dire, bon, ben 100 $, on parle pas d'une famille, là. Okay. Ça peut aller un peu plus, mais mettons un jeune couple. On va y aller pour un jeune couple. On dit 100 $ par semaine. Okay. L'épicerie, est-ce que c'est raisonnable? Ça a de l'allure? Bon. Alors, on dit que c'est 100 $ par semaine. Mais quand par tu mois. le fais comme ça, là, moi, je te dis que je suis rendue toujours à aller à l'épicerie. J'ai toujours quelque chose de plus que je veux acheter. Il faut vraiment se discipliner. Il faut essayer de partir avec un montant raisonnable. C'est certain que je te dirais, Claude Andrea, l'épicerie, c'est la même affaire. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les mettre sur le site, mais ça, cette petite feuille-là, elle est tellement agréable. C'est un menu. Okay. Dans le fond, n'importe qui peut faire ça à la maison. Une feuille de papier, lundi, mardi. Le danger qu'on a, Claude Andrea, c'est qu'on ne planifie pas aussi nos menus. Alors, quand on arrive à l'épicerie, et voilà, c'est on veut tout et tout en même temps, surtout quand on va pour les spéciaux. Ça, c'est un spécial. Fait qu'on l'achète même si on n'a pas besoin. Et voilà. Et à un moment donné, bon, il y en a qui aiment ça stocker, mais des fois, il faut aller à l'essentiel. Ouais. Alors ça me affaire. Quand la liste d'épicerie, elle arrive, quand les pamphlets arrivent, bien, c'est de planifier le menu de la semaine. D'accord. Comme ça, on est moins tenté d'aller à l'épicerie à tous les jours parce qu'on le sait qu'aller à l'épicerie aller tous les jours, ça nous coûte plus cher. Oui. Alors, il faut être capable de planifier un montant X et de regarder, voir les spéciaux et d'aller avec un menu. Parce que si on prépare un menu, puis ça aussi, c'est un release, là, c'est un stress de moins. Préparer les repas de la semaine, les lunchs, on est au fait accompli. Tout est fait, tout est planifié. Alors, tout est une question d'organisation. Fait que si on continue au budget, on continue. Nos colonnes, mettons qu'on dit, 50 $ par semaine d'essence. Ça, c'est pour l'essence? Oui. Je pense que je vais te garder avec moi pour aller à la pause. Oui. Oui, parce qu'il nous reste 30 secondes. Mais donc, ce que moi, je retiens avant qu'on aille à la pause, là, tu m'as parlé de planification. Ouais. Super important. J'aimerais que vous le reteniez aussi. Mais surtout, moi, je pense la discipline. Parce qu'avec tout ce que tu nous as expliqué, là, si on n'a pas de discipline, on n'arrive pas à se taper dessus. C'est n'importe quoi. Et l'équilibre, c'est ça. Arriver à la fin, 2 colonnes, le plus et le moins. Okay. Et il faut que ça arrive à 0. Ça, retenez ça. Si ça n'arrive pas à 0, il faut le distribuer à quelque part ou le diminuer à quelque part. D'accord, merci. Simple truc. Je te garde avec moi. On revient après la pause pour vous apprendre comment vous discipliner. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. Pour la première émission de Regard, on présente quelques nominés du Gala Trior, on visite le studio d'art de Marie Léger et on rencontre 2 vétérans de la guerre d'Afghanistan. Regard, jeudi 19h, sur TV Rogers. Je suis pas stupide. Je conduirai pas après avoir consommé. Elle compte sur moi. Eux aussi comptent sur moi. Je mettrai jamais leur vie en danger.
je l'ai fait. Et j'ai tout perdu. La conduite avec faculté affaiblie, ça inclut la conduite de bateau. À la prochaine émission, on rencontre l'homme engagé Fabien Kalala. Il nous explique pourquoi l'utilisation des médias sociaux l'aide à mobiliser sa communauté. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comment avoir et faire un bon budget? Planification, on a dit, et ensuite de la discipline. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Hein? Et puis, qu'est-ce que tu me disais tantôt là? Utiliser aussi le compteur. Utiliser du comptant, si ça peut nous aider, dans le fond, à mieux contrôler. Moi, ce que je voudrais, le message, tu as raison, c'est l'équilibre, d'être discipliné, mais aussi de regarder l'avantage que ça va nous apporter. Ne pas se faire contrôler par l'argent, mais plutôt de nous contrôler l'argent. Parce que ça rend fou d'être contrôlé par l'argent. Oui! On se retrouve avec des dettes qu'on voulait pas. Planifier, regardez l'avenir en avant. J'ai un projet dans un an, j'ai 6 mois en avant de moi, combien d'argent par mois j'ai besoin de mettre de côté? Ça peut être même $20. Hein? Ça peut être acheter le livre de monsieur tout à l'heure. $20, bon, ben OK, ma prochaine paye, je me mets $10 de côté. À la deuxième paye, je vais chercher mon livre. Partez avec des petits objectifs. On n'est pas obligé de partir avec des gros, mais budgéter, c'est un petit morceau de papier, un ordinateur, une calculatrice, des crayons pour nous mettre de la belle couleur. Et il y en a plein dans l'Internet. Merci beaucoup, Dominique. C'était parfait pour une première chronique. J'ai adoré. Et on se revoit dans 4 semaines. Dans quoi on parle dans 4 semaines? On a oublié? Non. Je vais acheter ma première maison. Parfait. Donc, je regarde ça pour 4 semaines. Merci beaucoup, Dominique. Merci. On se voit demain à l'émission. Restez connectés. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle James Fall, puis je fais mon coop / bénévole ici à TV Rogers. Je voulais expérimenter différents types de techniciens. Je suis technicien de scène, je voulais voir technicien de production télévisuelle, voir c'est quoi les différentes démarches et les différents environnements, puis c'est quoi l'impact que ça fait sur moi que je suis intéressé dans le domaine de technicien. Regardez TV Rogers, Ottawa.